L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, nos amis qui supportent les montagnards des fins administratives, comptables et opérationnelles. C'est eux, par exemple, qui, à chaque semaine, préparent notre infolette et la diffusent avec leurs outils de communication. On les remercie énormément parce que sans eux, ce serait tout simplement pas possible. On remercie aussi cette semaine Molson Coors qui nous a fourni les breuvages lors du dernier tailgate. Ils nous ont fourni évidemment leur très célèbre Coors Light, mais également quelques Coors Seltzer que certains ont appréciés. On les remercie beaucoup. Et on accueille également un nouveau commanditaire, Miel et Sour de la brasserie d'Iberville pour le prochain tailgate. Venez nous voir, on va avoir quelques consommations des mixed drinks en canette. Donc, hey, on s'en vient big. Là. Une chance que la saison s'étire, ça nous permet de faire rentrer du nouveau monde. Donc, venez faire un tour au tailgate, ça va être un gros party cette semaine. Bon podcast tout le monde. C'est de retour dans notre studio virtuel que nous vous accueillons en ce lendemain, presque, de Coupe Dunsmore. Donc, raison de célébrer parce qu'encore une fois, cette année, pour la 5e fois de l'histoire, nous passons la ronde provinciale et nous sommes maintenant dans les rondes nationales, demi-finale qui s'en vient. Avec moi pour célébrer et parler de ce qui nous attend, Tam, François, Sylvain Arbault dans le coin, 3 times a lady. Pour les amateurs de Commodore. Pour les amateurs de Commodore. T'as gâte en caillette, mon Sylvain. Oh! Mais Lionel, il faut dire qu'il avait 70 ans quand il avait 25 ans. Hein? Lionel, il est extraordinaire. J'ai quelques vinyles de Lionel. Là. On ne met pas le segment trop longtemps. Là. YouTube va nous bloquer pour les droits d'auteur. Avec ses faves, là. Avec ses faves, c'est super. J'ai écouté ton... on monétise pas. J'ai écouté ton intro, Eric, et une question. Quand la game commence à midi, est-ce que ça s'appelle toujours un tailgate ou c'est un breakfast gate ou c'est quelque chose d'autre? C'est un tailgate. La question est pas en fonction de la voiture. Hein? Quand est-ce que tu le places? Est-ce que tu le fais? Et Dieu nous le ferons. Donc, 3 times a lady parce que Laval, on les a battus une fois. Twice. 2 fois. 3 times a lady. Et voilà. Puis dans la chanson, écoute, avant de la mettre, j'ai voulu m'assurer que je n'ai pas fait d'impair. Puis, thanks for the times you're giving me. The memories are all in my mind. And now we've gone to the end of our rainbow. Fait que ça continue un peu de même, là, mais... Un poète, mesdames et messieurs. Right. Pour pouvoir faire l'entrée des joueurs sur le terrain. Alors, on recommence pas avec ça à Québec, c'est sûr que non. Non. On est débarrassé. Donc, on va se faire un retour sur, évidemment, la finale de la Coupe Dunsmore qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé autour du Sepsum qui a mené les Carabins à une victoire, comme je l'ai dit en ouverture. On va parler également de ce qui s'est passé dans le reste du Canada parce que maintenant, nous avons nos 4 champions de division pour les demi-finales nationales. Et on va faire un petit preview de ça également. Puis on va peut-être jeter quelques secondes pour parler de notre pétition pour renommer la Coupe Dunsmore. On pourrait peut-être même en parler maintenant. Oui, vas-y donc. Dans le fond, je fais un petit aparté en début de programme parce que on a eu un flash la semaine passée. On a commencé à se demander qui est Robert L. Dunsmore, qui prête son nom à la Coupe de championnat de la Division Québec, pour finalement se rendre compte qu'il n'y a aucun rapport avec le Québec. Non? C'est un alumni, c'est un ancien membre du Board of Trustees de l'Université Queen's, donc quelqu'un très respecté dans l'Est ontarien, mais pas vraiment rapport avec le Québec. C'est une coupe qui prend ses origines à l'époque où le Québec et l'Ontario, en tout cas une partie de l'Ontario, n'étaient qu'une seule et même division de football universitaire. Donc, quand les 2 divisions se sont séparées, nous, on a rapatrié la Coupe Dunsmore, mais pas trop de rapport. Donc, on a eu l'idée suivante de partir une pétition pour qu'elle soit renommée. Et le nom qu'on a choisi, c'est Jacques Dussault. Parce qu'on pense que, nonobstant son affiliation avec les Carabins, c'est une pointure emblématique du football au Québec. Et puis, c'est ce que ça prend comme nom pour le trophée de championnat.
Donc, Juste pour ajouter une petite précision, quand on a jasé un petit peu avant le show, Eric, le monsieur Dunsmore a joué 2 ans au football. Il n'a jamais été tant impliqué dans le programme de football. Il n'a jamais été coach. Il n'a jamais été, en tout cas, à notre connaissance, c'était pas un gars de football. Puis M. Dussault, non seulement il était au football universitaire, mais il a fait du collégial, il a fait du high school, il a fait du professionnel, il était head coach de la machine, puis je sais pas quoi là. Il a coaché les Alouettes, il a été head coach à Mount Allison, il a coaché ailleurs, puis comme tu disais, il a joué dans tous les niveaux, puis là-dedans, on parle même pas de son implication dans la formation des entraîneurs. Il doit être incroyable. Hein? Que ce soit les Danny Machiocha, Glenn Constantin, trouver une grosse pointure en coaching au Québec dans les 30 dernières années, puis ils vont avoir croisé Jacques Dussault, puis ils vont être reconnaissants. Puis il a fait de la TV, puis de la radio, puis il a fait beaucoup pour le football aussi, pour le faire connaître à travers la province. Aucune partie prenante dans le football présentement sera en désaccord avec le choix de ce nom-là. Personne. De façon empirique, là, il ne peut pas être en désaccord. Fait que nous c'est la suggestion. Le moteur derrière ça étant principalement qu'il faudrait que le trophée québécois reflète l'histoire québécoise du football. Puis, j'ai fait ma petite recherche. Le Jacques Dussault est intronisé au Temple de la renommée du football canadien cette année. Et que j'ai fouillé, là, puis là, trouvez-moi l'erreur si c'est le cas, mais moi, pour avoir passé le livre personne par personne, il n'y a que 2 francophones dans le Temple de la renommée du football canadien. Lui, Pierre Vercheval. 2 grands noms. Je pense que dans les circonstances qui nous occupent, M. Dussault serait plus approprié. Donc, de là vient la suggestion. On pense qu'un peu de sang québécois. Qu'est-ce qu'on peut faire, Eric, si on veut pousser pour son nom? Ben, écoutez, nous, on a parti une pétition sur change.org ou change.org. Si je le francise, évidemment, le site est en anglais, mais c'est un site de pétition en ligne. On a mis en lien le RSEQ ainsi que Gustave Roel, qui est le directeur général. Donc, on espère que le message va se rendre. On est maintenant en haut de 600 signatures. La dernière fois que j'avais vérifié. Donc, si ça vous intéresse, vous avez qu'à taper change.org, change.org. Vous vérifiez nos médias sociaux, ça a été posté dans la dernière semaine, donc il y a un lien sur tout. Je viens d'avoir un flash. Faudrait que sur notre nouvel écran géant bionique en 4K, on marque renommer le trophée Dunsmore pour le trophée Dussault. Absolument. Avec un code QR vers la pétition. En tout cas, si la cause vous tient à cœur, ben, on vous invite à, comme disait Tam, soit aller chercher le lien sur notre page et partager, ou vous rendre directement sur le site web pour signer et partager. Évidemment, plus il y aura de signataires, plus ça aura du poids. Je crois que ça fait quoi, là, au-dessus de 20 ans que la Division Québec existe. On est rendu là. Voilà. C'était le petit aparté sur ce sujet. Par la suite, ben, on va aller faire un petit retour sur le match de la fin de semaine. Carabin Rouge et Or au Sepsum. Première grosse surprise quand on est arrivé, Jumbotron, un beau grand écran. Et ils l'ont utilisé. Utilisé. Pas tant que ça pour le premier match. Ça. Mais... Il a été acheté à 20h la veille. Donc, ils n'ont pas eu le temps de roder trop l'affaire, mais ça a quand même bien sorti. Bon, j'ai parlé à Renaud juste après la partie. J'ai trouvé ça très tête. Chaque slide avait son patente. On dirait qu'il y avait eu un beau travail en aval de fait. Puis en plus, il n'avait pas vendu de publicité, fait qu'on avait juste des images du match ou du monde dans les estrades ou des matchs à l'étranger. On avait des statistiques après chaque quart. Des statistiques après chaque quart, vous rendez-vous compte? J'ai parlé à Renaud juste après la partie, puis je le félicitais justement pour ça, puis il me disait « Hey, on l'a su la veille. » Il dit « J'ai passé la nuit à faire des slides. » Il dit « J'étais trop excité, je voulais que ça marche. » Il dit « J'ai pratiquement pas dormi. J'ai fait plein d'animations, des vidéos, puis de la kit pour tout de suite. » Hey, bravo. Il a gratter le potentiel en plus. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que, tu sais, probablement premièrement, il est widescreen. Ça, c'est quand même cool. Si on compare, mettons, à Laval puis à Sherbrooke, ça a l'air d'une télé cathodique. Là. Nous autres, c'est un beau panoramique, un bel écran large. Puis, il n'est peut-être pas nécessairement plus gros, mais comme c'est le cas pour bien des affaires au Sepsum, la proximité change tout. On n'a pas le plus gros stade, on n'a pas le plus gros écran, mais on est tellement proche que ça a de l'impact. Ben, moi, Eric, sans vouloir pas de diminuer tes dires, il y a un mot qui s'appelle les nits. Les nits, c'est la luminosité de l'écran.
C'est ce qui fait que tu vois bien parce que le contraste est plus élevé. Puis c'est sûr que par rapport aux autres écrans que tu as mentionnés, c'est sûr que le double ou le triple de nits. Là. Ben, il y a une question de génération aussi. Ouais, les nits vont avec Sherbrooke, Laval, je ne sais pas, je crois qu'il l'avait remplacé, mais je ne peux pas dire en quelle année. Ça date de leur retour à peu près. Oui, c'est ça. Mais Laval l'ont changé, peut-être, ils sont arrivés avec ça fait quoi, à peu près 8-10 ans? Quelque chose comme ça. Ouais. Je pense que quand ils ont commencé à accueillir la Coupe Vanier, ils l'avaient pimpé un peu quand ils ont refait le stade. Mais il y a quand même une coupe d'années dans le corps. On est content de notre nouvelle bébelle, puis on a hâte de voir ce qu'ils vont être capables d'en sortir. Surtout que les Carabins sont maintenant invaincus depuis qu'on a un des grands géants. Exactement. Numéro uno. On est sur le point. Invaincus depuis qu'on est revenu Non, c'est pas vrai, ils ont perdu. Non. Si je dis là. Juste depuis qu'on a un des grands géants. Bon, ouais, un peu. OK. C'est notre tâche 2023. Donc, petit retour sur le match. On l'a mentionné, un match quand même assez serré. Quoiqu'on n'a pas été nécessairement nerveux, principalement à cause de la défensive des Carabins qui a fait un travail colossal. Score final 12-6, donc il ne s'est pas marqué beaucoup de points. Rapidement, on a le début de match qui est, somme toute, assez serré, mais Laval réussit à avancer avec le ballon jusqu'à une interception dans la zone des buts. Donc, les Carabins vraiment se défendent. Une autre séquence de Laval qui débute et ça se termine avec une interception de Kalen Saint-Cyr et un retour spectaculaire de 59 verges d'interception. C'est 7-0 Montréal après 6,43 de jouer dans le premier quart. Ça donne le ton, mais en même temps, ce sera le seul touché du match. Le reste de la partie, on ne fait que jouer du positionnement sur le terrain, des revirements et quelques placements. Avant la fin du premier quart, Vincent Blanchard de Laval, suite à une séquence de 69 verges, réussit un placement pour 3 points. Laval concède un touché de sûreté juste avant la fin du deuxième quart. C'est 9-3. C'est le pointage qui prévaudra jusque dans le quatrième. Les Carabins qui réussissent finalement une première bonne poussée, 72 verges, parce qu'ils avaient été toutefois, somme toute menottés pendant une bonne partie du match pour amener ça 12-3. Et presque à la toute fin, Laval qui réussit aussi une de ses seules bonnes séquences du match. 11 jeux, 60 verges, mais doit se contenter d'un placement 12-6. Le botté court n'est pas réussi. Les Carabins reprennent le ballon et écoulent le temps. C'est le score qui deviendra final, 12-6 Montréal. Donc, comme je vous disais, on a eu un match somme toute serré, mais qui ne nous a pas nécessairement rendu nerveux parce que la défensive était en plein contrôle. Les statistiques les plus importantes, les attaques totales, 275 pour Laval, 203 pour Montréal. Vraiment pas caractéristique. Et Montréal était à 53 la demi. Vraiment une pas. Verge au sol. Une verge au sol. Vraiment pas quelque chose que les Carabins nous ont habitués, mais la statistique qui fait vraiment la grosse différence. Interception 4 contre 0. Arnaud Desjardins qui a passé une mauvaise journée. On n'ajoute même pas les sacs, on n'ajoute même pas les jeux négatifs. La défensive qui a fait un travail colossal, au risque de me répéter. Sylvain, la chose le ramassis de notes. Avant le ramassis de notes, la chose un peu plate, par exemple, c'est que j'ai des amis qui sont pas maniaques des Carabins comme nous, qui sont hors montagnards, mais sont amateurs de football. Je leur ai parlé depuis samedi, là, pour X raisons. Puis ils m'ont tous dit la game était plate, la game était plate, la game était plate. C'était vraiment une game. Nous autres, on est trop fans pour apprécier une game plate, là, c'est sûr. On a les Carabins contre les Rougeards, puis on gagne, ça ne peut pas être plate. Mais il fallait être sur place. C'est ce que j'essaie de leur expliquer. Ce qui intéressant, c'était d'être sur place, puis l'ambiance qu'il y avait là, c'était le match le plus bruyant au Sepsum, probablement de l'histoire. Ouais. Mais mon point, c'est à dire que les défensives, des fois, ça fait des matchs plates. C'est des games pour les puristes. C'est comme un 0-0 soccer. C'est dur de s'exciter, mais c'est ce que c'est. Quand même pas un 0-0 soccer, ça c'est dur à battre. C'est vraiment plate. Et comme je te dis, il faut être un initié pour l'apprécier. Alors, quelques petites notes. Les procédures de Laval. Procédure, Laval. Ils ont eu combien à la fin, Tam? Tu as dit compter, il était à 12 à peu près, je ne sais plus. 6 d'après mon compte. 8, là. Puis plus vers la fin qu'au début même. Oui, j'ai réécouté la deuxième demi, puis il n'avait à la fin, ça n'avait pas de bon sens. Garde à gauche, garde à droite. Les deux séquences au quatrième quart où ils ont pris le ballon
à l'intérieur de leur ligne de 10. Là, je pense qu'ils en ont eu 4 ou 5 à ce moment-là. C'est une bonne chose parce que ça les a sortis complètement des zones. Mais honnêtement, je n'ai pas trop compris parce qu'on parle d'une équipe qui est rendue à sa 12e match de l'année avec les matchs hors concours. Sont rodés. Il y a du bruit au Sepsum, mais du bruit au Sepsum contre Laval, ça fait 50 fois que je vis ça. Est-ce qu'ils ont pratiqué avec des speakers? Qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas? Oui, mais c'était particulièrement intense samedi. J'avais des bouchons, puis ça scillait quand même. Ouais, combinaison, je pense. Mais Sylvain a un bon point. C'était particulièrement bruyant, mais un compte silencieux, ça reste un compte silencieux, puis on dirait qu'ils avaient de la difficulté à vivre avec ça. Puis ils en ont fait 2 à un moment donné qui étaient comme à l'autre bout de la zone début. À l'autre bout de la zone début, il n'y a pas d'estrade juxtaposée, puis il n'y a pas d'estrade dans le fond. Fait que t'es comme moins. Puis ils réussissaient à faire des procédures pareilles. Ils disaient, ben voyons donc. Il y a manqué de cohésion. Puis l'autre affaire, c'est que ça tue une drive en tabarouette, ton petit Saint-Verge que tu perds là. Ils ont essayé de contrer ça en changeant qu'il y avait toujours deux des receveurs qui allaient changer avec 2 joueurs qui rentraient après quasiment chaque jeu pour pouvoir rentrer le jeu au caucus puis étirer le moment où le 20 secondes partait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le 20 secondes partait très, très lentement pendant ce match-là, dû au fait qu'ils changeaient tout le temps des joueurs. Puis défensivement, les Carabins se sont fait prendre à plusieurs reprises de ne pas pouvoir changer avec les joueurs qui étaient rentrés. Pour avoir le match-up qu'ils désiraient. Exactement. C'est comme ça qu'ils ont essayé de jouer. Ça a plus ou moins fonctionné. Mais il y a quelque chose avec Étier où je ne comprends pas que cette partie-là, rendue au 11e, 12e match, ce soit des affaires de coaching puis de joueurs. Je pense pas que c'est des affaires de coaching. Moi, j'ai plus l'impression que c'est le corps arrière qui n'est pas dans sa game depuis de toute l'année. C'est pas de sa faute à lui si le bloqueur à droite part en avance. Je ne sais pas si c'est pas dans sa faute à lui, parce que c'est lui qui gère quand même l'équipe devant lui. C'est lui le maître d'œuvre. Le compte silencieux aussi. C'est lui qui gère le compte silencieux. Il y a des mais c'est pas toute sa ligne qui est partie, c'est le bloqueur à droite. Anyway. C'est toujours le bloqueur à gauche ou le bloqueur à droite, je suis d'accord. Il y a eu le centre aussi. Ils ont tous le gars le receveur qui est parti avant. C'est incroyable. Puis il y en a eu 2-3 pas calés aussi, là, des petits receveurs. Pas calés en plus. À un moment donné, Chris, les receveurs étaient rendus dans la zone début tout seul avant qu'on lève le ballon. Sans compter les fois où le chrono s'est ramassé à 0 aussi. Ça aussi. Mais n'oubliez pas qu'à 0, t'es pas, ça, Eric. Non, c'est 0.00. Fait que là, non, mais les ça a été correct à quelques reprises qui ont arrêté le jeu parce que le chrono était à 0. Oui. Puis il y a 2 fois que le ballon il a popé à 0 point. Il y a une fois, je te le donne, il y a une fois, ils ont essayé de faire un reload à 4 secondes. Ça a foiré, évidemment, là, mais en tout cas. Autre point, Chabot. Très bon, puis Carl, Chabot, puis tout. Mais moi puis François, on avait une espèce de joke, là. Je pense pendant les 3 premiers quarts, 88% des jeux étaient jet sweep, Chabot, passe hors l'aile, Chabot. Je sais pas c'est quoi la proportion de jeux qui était à Chabot. C'est comme quand le poulet en spécial, t'en mets dans tout. Là, il y avait une promo sur le Chabot. Ils l'ont utilisé à toutes les sauces. Je pense qu'ils ont voulu le surutiliser pour que le Rouge et Or aille vers lui puis ouvre d'autres joueurs, mais ça a plus ou moins fonctionné, je crois. Parce qu'il y a quelques séquences, c'est ça qui est arrivé. Ils sont allés, mettons, 3 fois de suite à Chabot, puis après ça a ouvert, mettons, un Riopel, puis un jeu là, tu sais. Non, encore là, puis en plus, il mettait ses retours de beauté, puis il n'avait-tu des retours de beauté dans ce game-là? Fait que moi, Chabot avait encore plus de ballons de Chabot. J'aurais aimé ça voir quelqu'un d'autre sur les retours de beauté, juste pour garder l'énergie de Chabot en attaque, là. Puis l'autre affaire, c'est que les retours de beauté de Chabot, je pense si on met toutes les verges bout à bout, je ne sais pas si on arrive à 10. Là. Ouais, Chabot n'était pas de bonne danser, hein. Ouais, il aime ça danser, Chabot. On y a parlé en entrevue, là. Il n'était pas. C'était pas. C'est pas négatif envers Chabot, c'est juste comme. Je pense que je me souviens pas d'avoir vu une game avec tant de jeux sur un joueur. Mais il a été bon, Chabot, Carly. C'est le seul joueur offensif qui a été correct. Chabot contre la balle des matchs de championnat, ça arrive souvent. Là. Mais globalement, l'offensive n'a pas eu de succès. Là. Aucun touché offensif. Comme je disais dans l'intro, il y a eu une bonne séquence, mais ils ont juste été chercher 3 points. Quelques jeux, mais pas de séquence en tant que telle. Les longues passes qu'on a essayé de faire ont été annulés par des beaux jeux défensifs. Là. Je pense au 7, entre autres, qui est venu taper le ballon au moment que Riopel. C'était une longue passe de presque 50 verges. Parce que Laval aussi n'a joué une grosse en défensive. Oh, la défensive de Laval. Mais je suis en train de développer une théorie, puis dites-moi si c'est vrai ou faux. Là. Ça se peut-tu que les Carabins puis Laval, dans la saison, ils s'amusent un peu, là, puis ils se bâtissent une espèce de livre de jeu, ça slide pour la Dunsmore? Ça se peut très bien. On dirait que Sénécal n'avait jamais vu la défensive de Laval.
Mais Il- sauf que il ça était a tout le pas temps- Laval il plus était- que nous, je pense. Là. Il était tout le temps pour chasser. Il y avait des blitz qui arrivaient du centre qu'il n'avait pas vu. Il arrivait des blitz de l'aile. Il y avait. Il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Là. Ton prochain point, c'est quoi le gros rouleau? Ben, c'est ça. Ouais. Il y a du monde qui Ben, n'était pas là. la ligne défensive de Laval, c'est la première fois de la saison qu'on la voyait presque au complet. Puis l'autre affaire, c'est quand tu as le complet, rouleau. Avec des vétérans. Quand tu as le gros rouleau au centre de même, c'est que même si rouleau, il ne ressort aucune stat, ben c'est sûr que ça donne plus de chance à tes alliés défensifs parce qu'il est prêt à sortir par en avant. Là. Rouleau, il contrôle le centre. Nos courses au centre, on n'a pas essayé gros, puis d'après moi, on n'aurait pas fait grand-chose. Là. Il y a eu une à la fin de la fou qui ressemblait à quelque chose. Là. Ouais, mais puis en plus, c'est justement là, la façon qu'on a utilisé Chabot, c'était des jeux au sol déguisés. Tu sais, il fallait, justement parce que le gros rouleau est là, donc il faut aller en périphérie pour te sauver de ce monde-là. Fait que les petites passes en périphérie à Chabot. On a souvent vu la formation Dembélé, Chabot dans le champ arrière. Ça a tout le temps été vers le Chabot quand ils ont fait ce schéma de jeu-là. Ça n'a jamais été vers Dembélé. Dembélé n'a pas porté le ballon de la game. Là, puis leur secondaire, lequel Bouchard, Bouchard, c'est le 1 ou le 7? Je sais pas. Il y en a un qui était souvent c'est Beaulieu. C'est Bouchard qui a été souvent sur tout le monde. Mais Laval est venu pour jouer. La défensive de Laval était là. Il était là pour jouer. Hein. Mais écoute, si tu enlèves notre 7 points qui étaient donnés par leur offensive, on était t'as pas la même game. Tu peux pas vraiment jouer à ce jeu-là. C'est un effet domino. Mais n'empêche ça rentre pareil dans l'affaire. Je voulais parler du strong side des Carabins. Je l'avais déjà parlé, ça fait une couple de podcasts, mais Lagacé, on l'a moins vu, mais il était en périphérie, mais Messiam puis Saint-Cyr, slack. Étais-tu venu jouer au football, ces deux-là? Incroyable. Mais puis, tu vois... ce qui est l'avantage, excuse-moi Frank, juste l'avantage qui est d'être là, c'est on voyait Messiam entre les jeux, il trépignait d'impatience. Il avait hâte que le ballon soit en jeu pour foncer si un dans joueur quelqu'un. qui se nourrit de la foule, c'est bien lui. Quand on est bruyant, il y a tout le temps des bons matchs. Ah oui, il était dedans. Ouais, puis il est venu créer une pénalité en plus à Mittal. Mittal qui est un mauvais perdant. On dirait qu'à vrai dire, si tout ne tourne pas en autour de lui, on dirait que ça ne marche pas dans sa tête. C'est un mauvais bain des affaires. Hein. Mais à TV, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tout de suite après la game, celui qui parlait dans le caucus, là, avant que Constantin prenne la parole, le caucus des joueurs, c'est Mittal qui parlait à tout le monde. Alors, je me dis, si Laval a eu une équipe aussi peu, c'est une des équipes de Laval les moins unies, les moins, je ne sais pas c'est quoi le mot, là, les moins solides qu'on a eu, coordonnées, cohésive, cohésive est le bon mot qu'on a eu depuis très très longtemps, je ne sais même pas jusqu'à quand. Puis tu as Mittal comme leader, peut-être que son leadership n'est pas tant assumé par l'ensemble de l'équipe. Là. Non, je pense pas que c'est... effectivement, puis de le voir faire son fanfaron, de dire « Oh, j'entends pas la foule », mais tu sais, gros, t'as pas pogné de ballon de la game, là, tu t'es fait plus constamment. Je sais pas. C'est quand même le receveur qui en a reçu le plus, mais il n'a pas fait la différence comme qu'il faisait normalement. Non, puis le pick six, c'était sur lui, hein? Ouais, puis ils l'ont vu, hein, tout le monde, il était téléguidé, ce jeu-là, tout le monde l'a vu. Mais pour revenir à ton strong side, on a vu les deux meilleurs secondaires de la Ligue en pleine action. Fanny Nacho et Messiaen ensemble, ils ont été démentiels. Tu sais, là, quand... À un moment donné, le seul bon moment où que l'offensive de Québec a fait de quoi, c'est qu'ils se sont mis à jouer en Wildcat avec Tremblay, là. Après avoir justement gagné un troisième essai et quelques verges, là, ils l'utilisaient pour les sneaks. Puis ils l'ont continué. Mais à un moment donné, ils ont fait 3 fois le même jeu. Mais Messiaen puis Fernand Nacho sont allés le chercher complètement. Puis je te parle même pas de leur hostie de flea flicker un peu tout croche. Ça n'a pas marché, ça. Mais ça, je pense que c'était le peu. J'ai pas compris le play calling parce qu'il avançait un peu le ballon à ce moment-là. Il faisait une petite course. La première course, ça faisait son 7-8 verges. Il faisait une petite passe. Il était rendu à leur 3e premier essai d'affilée. Un flea flicker au 40 de l'autre équipe. Ah ouais, pas encore. Tu sais, quand je l'ai revu, ce qui m'impressionnait, ça revient à Mittal. Mittal qui reçoit le premier ballon, qui redonne en deuxième passe, puis qui le redonne au corps arrière. Mittal, en théorie, là, aurait dû bloquer Farinaccio. Il laisse repasser à côté de lui comme si tu... Non, tabarnak! C'est correct, fais comme chez vous. Tout le jeu est là. C'est que tu fais la passe. Il faut que tu fasses un écran naturel, Chris, contre le secondaire pour donner la fraction de seconde.
Mais non, là, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé faire une Mais je pense que ce jeu-là était tellement dû à foirer que il y avait. Je pense que 4 secondes, même s'il y avait eu le ballon 4 secondes tout seul en arrière. Sérieusement, quand Mittal a pris le ballon, moi, j'ai eu le temps de me dire il va courir direct dans le bloc. Ça marche pas. Chris, il redonne le ballon plus loin en arrière. C'est ça. Puis là, l'autre affaire, c'est qu'il sortait aussi de la position pour faire un botté de placement en faisant ça. Exactement. Ah oui. C'est pour ça qu'un flea flicker dans zone offensive à la limite de la ligne pour botter, je comprends. Parce qu'un flea flicker, l'idée, là, c'est de donner du temps à tes receveurs de distancer les demi-défensifs en feintant une course, en les faisant comme figés. Mais là, tu es dans la partie du terrain qui est déjà en train de se comprimer. Ils n'ont pas besoin de suivre. Je comprends pas. Mais on l'autre t'est rendu où, Sylvain? Oui. US, unité spéciale, Bouliane. Unité spéciale, Laval, là, souvent, ils ne gagnent pas. Souvent, Laval, ils gagnent à cause de leur défensive, à cause de leur team, dans une unité spéciale. C'est dans leur ADN, c'est leur truc. Ils ont toujours des bonnes unités spéciales. Puis ils ont le meilleur retourneur de la RSEQ en cochon. Puis avec Bouliane, puis un peu aussi le cousin Germain qui était dessus, les deux, ils ont stuffé. Là. Bouliane était sur. À un moment donné, on faisait juste regarder le 52 en retour de beauté, c'était lui qui faisait le show. Là. Il arrivait comme 3 longueurs avant tous ses coéquipiers, puis bang, le plaqué direct. Puis, c'est pas un gars qui plaque particulièrement fort comme d'autres qu'on a déjà eu dans le passé, là, mais il s'arrange pour que le gars ne se relève pas. Là. Non, puis c'est ça, c'est pas le plus fort, mais c'est le plus efficace. Il était partout, juste partout. Je l'ai en entrevue, là, quand je sortirai les entrevues, vous allez voir ça. La vitesse tue. Ouais. Et l'autre point, vu qu'on est dans une unité spéciale, j'aimerais ça rester dans l'affaire. Je pense que, puis là, je fais appel à ma mémoire, mais aussi à la vote. Y a-tu déjà 2 meilleurs batteurs en tout cas, je ne sais pas si Boyer est meilleur, là, mais il était dans sa forme, là, versus Blanchard. Qu'est-ce que ça bottait? D'un bord puis de l'autre, bing, bang, bang, puis c'était un match de dégagement en plus. Ils ont tous réussi leur placement, puis leur botté de dégagement d'un coin solide, de la hauteur. Blanchard m'a manqué 1 ou 2 de mémoire. Ouais. Les années de Félix aussi. Boyer a gagné. Les années de Félix, là, c'était. Non, mais Félix, c'était. Mais Félix ne faisait pas les placements. Faisait pas les placements. Quand on avait Félix, au début, il a la tabarouette, là. Ouais, ça n'avait pas le pain. Mais j'ai remarqué, à TV, j'ai remarqué qu'il est rendu à. BD. Il est rendu à 82% Boyer dans ses placements. Il a remonté en tabarouette. Il était à 50 longtemps. Il est à 100% depuis plusieurs games. Hein, Sylvain, pourquoi tu penses qu'il a remonté? Parce qu'il il mange à sa faim. Depuis qu'il a sa bourse des montagnards, il peut enfin manger à sa faim. Quand tu manges, tu peux avoir de la précision sur ton coup de pied. Regardez mon chien. Il est à 100% depuis qu'on lui a donné la bourse. Ouais, c'est ça. On a bien hâte d'avoir le batteur de Western la semaine prochaine, voir s'il est du calibre. Ils ont 2 batteurs. Ouais, ils en ont 2. Fait que juste pour rapper un peu au niveau statistique, là, Jonathan a eu un match honnête. C'est pas le genre de statistiques qu'on est habitué de voir de Jonathan. C'est trop gentil avec un ton honnête. Ouais, ben écoute, dans nos mauvaises années, on l'aurait pris. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Frank? Qu'est-ce qu'il y avait de la pression? Il était probable. C'est qu'on n'a pas été capable d'établir le jeu au sol. C'est ça. De faire des deuxièmes échos. Ça fait trop de pression. Joe n'a pas été mauvais. Joe n'a pas été mauvais du tout. C'est l'attaque en général et c'est pas l'attaque qui était mauvaise. C'est Laval qui est extraordinaire. La défense. Exactement. Il essayait de courir une couple de fois, puis il se paille, là, je sais pas en tout, puis. La ligue était rapide. Tout ce qu'on a vu toute la saison, c'est Jonathan qui subissait de la pression. Il se dégageait, battait les joueurs de ligne, puis réussissait à trouver un corridor. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Les joueurs de ligne étaient capables de le rattraper. Mais c'est quand même impressionnant comme performance. Puis Laval avait son spy tout le temps dessus. Oui. Puis quand il a réussi à en décrocher une, tu avais les demi-défensifs qui faisaient des déviations du bout des Ils ont mieux camouflé leur défensive aussi, je crois. Oui, ça a causé certains problèmes à Jonathan dans la lecture. Ouais. Mais puis c'est ça, il y a eu. Parce qu'on a vu des passes pas du tout au bon endroit. Qu'on voit jamais. Jonathan. Quoi, 3 fois, 4 fois? On n'a jamais vu ça. Donc, mais pas de revirement. En tout cas, il y en a eu un, puis on pourrait s'obstiner. Moi, j'ai vu à la reprise, j'ai presque pleuré. Mais il y a un plaqué qui a fait mal à la main gauche. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais. Oh, ouais. Mais il lance la droite. On n'est pas si pire.
Je sais. Mais le dernier point, là, avant qu'on s'en aille, c'est Desjardins. Je ne sais pas c'est quoi qui fait que cette année, il y a de l'air d'un chevreuil, là. Mais il n'est pas là. Ses prises de Il a joué décision blessé sont toute pas l'année. bonnes. La douleur, Ah non, Frank, mais la douleur, man. non, moi je vous dis, c'est la confiance. Le gars a plus La confiance. prise de Ben décision, là, ça prend la un douleur, autre. Chris. Ça peut pas avoir mal, là. Je comprends qu'il peut avoir mal, fait qu'il est moins précis ou whatever, mais c'est ses prises de décision. Courir comme ça sans se protéger, à quoi il pense, Saint-Cyboire? Ben, Frank, tu connais Hugo Richard? C'était sa marque de commerce. Ouais, mais Christin, ouais. Il avait pas de l'air d'un Il était plus gros en esti. Il était plus gros en Il était esti. plus gros, puis il absorbait les plaqués. Là. Il n'allait pas là de façon vulnérable. Mais il s'est ramassé avec une ou deux comos aussi dans sa carrière. Oui, mais il était bâti comme un running back. Oui. C'était pas le même gabarit. Là. Mais sérieux, boss, c'est pas le même Desjardins qu'on a vu l'année passée. C'est pas le gars qui a tout défoncé. Puis ce n'est pas que. Je comprends qu'il peut être blessé. Joe était blessé l'année passée, puis il courait pas. Mais il n'y avait pas des mauvaises décisions. Lui, c'est une prise de décision qui n'est pas capable. Tu le vois dans souvent en double couverture. non-verbal. Son non-verbal est pas. Puis en double couverture, il lance short. Hey, ça, c'est dangereux pour se faire piquer en tabarouette. Là. Ben, il y en a une, là, je pense que c'est le 3e pick. Ça n'avait aucun sens. Je ne comprends pas. Part en dérobade. Tout ce qu'il voit, là, c'est un chandail rouge en arrière de 2 bleus. Il l'a lancé pareil, puis il l'a lancé court. Il l'a lancé short. Ouais. Christy, les gars en ont des plus difficiles que ça en pratique. Ouais, il se fait pogner. Des mauvaises décisions. En tout cas, cette année, là, je me lance, là, mais je ne serais pas étonné qu'il se fasse faire un Desjardins l'année prochaine. Ce que je veux dire, c'est qu'il perde son poste après le 1 ou 2 games, comme il a fait avec le Bolduc. D'ailleurs, le père Bolduc était là. Hein, pendant qu'ils sont pas bien. Hey, on va faire notre tour géographique du Rest of Canada. Tam, je te laisse aller avec ça? Bon, on va commencer par l'autre côté du ball. Bishop sont arrivés court, encore une fois. Ils ont essayé de revenir, mais ça n'a pas fonctionné. C'est la 3e année là, qui manque de garde? La 3e fois en 4 ans. Ils ont beaucoup de finissants. Là. Quirion, leur QB numéro 1, faisait un retour. Ils ont quand même bien bougé le ballon. Là. Ils ont il me semble, autour de 300 verges d'attaque. Mais ils sont revenus en fin de match. Ils ont manqué de temps. Puis, la 2e moitié de match, dans ce match-là, ils mouillaient à Sio. Ça n'a pas aidé la remontée. Tu joues dans la Maritime, il faut que tu joues sous la pluie. Ouais. Le match le plus intéressant de la fin de semaine était UBC Alberta. L'Alberta qui a UBC ce match-là a été en 3 temps. UBC qui prend les devants 14-0. Après ça, Alberta fait 24 points sans riposte. Donc, c'est 24-14 pour Alberta. Et là, UBC commence à faire une remontée tranquillement. Et sur leur dernière drive, que je pense qu'ils ont commencé, il restait un petit peu moins d'1 minute à faire, qui était en retard par 6 points. Ils ont fait une drive de 95 verges pour faire un toucher avec plus de temps au chrono sur un long jeu. Fait gagner sur le une défaite crève-cœur pour Alberta qui a joué tout un match défensivement et à l'attaque. À UBC en plus. Mais UBC a réussi à sortir de là et accueilleront Saint-FX dans le Mitchell Bowl. Fait que les messieurs X contre les oiseaux de tonnerre. Ouais. Donc, Saint-FX a un long voyage à faire sur l'île de Vancouver. Ouais, parce que UBC, c'était à Victoria, hein, c'est ça? Non, c'est à Vancouver même. C'est Vancouver. OK. Ouais. Sinon, le match de nos prochains adversaires, c'était un match intéressant aussi. Faut dire que Western a juste fait un touché dans ce match-là. Et ce touché-là était à la suite d'une interception et d'un gros jeu offensif de 50 verges. Sinon, la défensive de Laurier les a tenus en laisse, les laissait bouger, puis le botteur de Western a eu tout un match avec 6 placements en 6 tentatives qui a permis à Western de gagner ce match-là. Parce que les deux équipes
ont eu des bonnes statistiques offensives. Ils bougeaient quand même relativement bien le ballon. Ce qui a fait mal à Laurier, c'est les 2 interceptions, dont celle qui a donné un toucher à Western, parce que sinon, ils étaient dans le coup dans ce match-là. C'est la première fois de l'année qu'ils ont juste un touché? Je dirais oui, hein, parce qu'il me semble qu'ils ont, oui, là. parce qu'il me semble qu'ils ont été, puis même Laurier, là, il se limitait à 14. Il me semble que ça a été les 2 équipes qui ont plus gagné. Laurier contre Windsor, me semble que c'était à peu près dans ces eaux-là aussi. Je pense qu'il y avait un toucher défensif. Mais, ouais, c'est ça. Right. C'est un bon match. Western qui sort de là. Le botteur de Western en saison régulière était juste à 71% dans ses bottées de placement. Donc, depuis le début des séries, il est 9-9. C'est ça qui fait. C'est une bonne victoire de Western, mais c'est pas le rouleau compresseur qu'on était connaître il y a 2 ans. Là. Le QB de Western s'est reblessé au 2e quart. Il est revenu dans le match, mais il était blessé. Leurs 2 premiers running backs sont blessés, je pense, à Western aussi. Hein. Exactement. Ils emploient un duo en ce moment. Là, j'ai les statistiques. J'ai juste mis les statistiques de série, puisque les statistiques de saison régulière donnent un petit peu rien, vu à cause des blessures. Jérôme Rampour, qui est le QB2 de Western, que c'est lui qui fait pas mal les sneaks tout le temps. Puis c'est lui qui a permis à Western de gagner contre Laurier en saison régulière, quand Hitlock était blessé. Mais Hitlock va sûrement... C'est ça. Ils ont deux porteurs de ballon, donc Dolby et Thompson. Ils partagent ça entre ces 2-là. Mais nous, on n'a jamais eu affaire à des bons porteurs de ballon de la saison. Ça n'a rien à voir avec le jeu au sol de Concordia, qui est probablement le meilleur joueur du RSEQ. Donc, ça va être important d'être capable de rentrer rapidement puis de ne pas laisser l'entrezone un peu comme qu'on a fait contre Concordia. Faut pas J'ai hâte de voir si on va mettre 4-5 gars sur la ligne en partant. Là, qui n'est pas un corps arrière hyper mobile. Donc, si on est capable de l'atteindre... Ouais, si on est capable de l'atteindre assez rapidement, puis de faire des bons des sacs ou des pertes de jeu. C'est sûr que contre nous autres, Western, sa seule chance de gagner, c'est de faire ce que Concordia nous a fait. Là. Ouais. Courir avec contrairement aux autres Saskatchewan nous a fait il y a 2 ans. Ouais. Mais contrairement aux autres années où Western était presque uniquement du jeu au sol, là, ils sont équilibrés. Donc, il faut faire attention à ça. Si on applique trop de pression, ils vont faire comme Concordia puis ils vont utiliser l'entrezone. Donc, je vois le corps arrière qui est à 59%. C'est pas une Cadillac. Là. En football canadien, 59%. C'est pas de ce que tu as besoin. Non, parce que un peu comme Sénécal, il aime ça, essayer les ballons longs, puis ça, c'est un faible taux de réussite. Fait que tu gardes la défensive. Exactement. Moi, le match va se jouer sur quel groupe de DB va réussir à faire les jeux clés, puis peut-être à intercepter des ballons. Ça va se jouer, là. C'est sûr que si on... c'est ça. Les Mustangs de Western sont invaincus dans la saison. Dans le classement canadien, ils ont été numéro 1 pas mal du début à la fin. Là. Je pense que Laval avait ouvert contrairement aux autres saisons où ils étaient vraiment, vraiment, vraiment dominants, ils ont eu plusieurs matchs serrés qu'ils auraient pu perdre cette année. Mais ils ont trouvé un moyen de gagner, puis il faut respecter ça. Donc, ils ont une tendance à jouer que les 2 premiers quarts, ils laissent l'adversaire faire ce qu'il veut pour voir comment leur attaque se déploie. Puis en deuxième demi, ils s'ajustent tout le temps hyper bien. Puis souvent, ils remontent des matchs. Puis ils prennent le contrôle comme ça. C'est rare qu'ils prennent l'avance rapidement. Laval des belles années, finalement. Exactement. Donc, même si on a un lead samedi, il ne faut pas s'asseoir dessus parce que vu qu'ils ont un bon jeu au sol, ils contrôlent le chrono. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux possessions. On ne l'a pas mentionné, là, mais je pense que c'est important juste pour situer la patente. Là. Les Mustangs de Western sont, oui, champions de l'Ontario, mais c'est au moins la 3e année consécutive. Et ils ont gagné la Coupe Vanier il y a 2 ans.
là où on s'était contre Saskatchewan, parce que nous, on s'était cassé les dents en 3 ans demi-finale. de suite qui sortent de l'Ontario. Et l'année dernière, ils se sont aussi rendus à la Coupe Vanier. On fait chou blanc contre le Rouge et Or. Donc, on finit tout le temps par les croiser à quelque part là, des dernières années. Et là, maintenant, ils ressortent encore une fois de l'Ontario. Non, ils ne sont pas rendus à la Vanier l'année dernière. Ils ont perdu en demi-finale. Contre qui? Les contre chiens. Rouge et Or. Parce que le Rouge et Or a joué contre L'année les chiens. passée, c'était l'Ontario qui recevait le gagnant du Québec. Ah, OK. J'étais sûr que c'était Western en finale. OK. All right. Je vais aller checker mon affaire. là. C'est l'année passée. Moi, j'étais dans ton team, Eric. Je suis sûr que c'est Western en finale. Ah non, parce que l'année passée, Saint-FX a presque failli battre Saskatchewan en demi-finale. OK. OK. Mais eux autres disaient que l'année passée, ils ne voulaient pas que. J'ai lu dans le London Free Press qu'à l'issue du match de dimanche, ils sont motivés parce qu'ils ne veulent pas finir en queue de poisson comme l'année passée. Puis cette année, c'est la Vanier ou l'année rien. Tu as raison, l'année passée, c'était ça. Laval-Saskatchewan en finale. Mes excuses. Nous autres, on n'a jamais joué contre les Ponies. Non. De notre non, je histoire. pense pas. Puis une autre chose qu'il faut faire attention, c'est le retourneur. Le retourneur a fait 3 touchés dans la saison régulière, puis il y en a un en série aussi. Fait que... Donc, défensive, comment? On va mettre Bouliane dessus. La défensive est comment? Ben, moi, les défensives dans l'Ontario, là, c'est très, très difficile à évaluer parce qu'ils ont un jeu très, très, très... La majorité des équipes ont un jeu très, très ouvert. Mais toi, Frank, sont quand même 9-0, là, fait que... Ouais. Ils ont je pense qu'ils ont un très bon groupe de DB. Ils ont une ligue dans l'attaque, une ligue défensive qui a de bons niveaux. Mais Coach Marshall, il disait qu'il lui, il est coach là depuis 20 ans, je sais pas quoi. Là. Il est 28 ans associé au programme, je pense. Puis lui, il disait on n'a pas, si on fait le décompte, on n'a pas beaucoup de joueurs par rapport au succès qu'on a remporté qui sont en CFL. Il dit ce qui fait le succès des Mustangs, c'est qu'ils jouent en équipe mieux que les autres. Oui, exactement. Puis on l'a vu cette année parce que côté talent, c'est pas le groupe de Western le plus talentueux si on compare aux 5-6 dernières années. Ils ont un bloqueur de 6 pieds 7, je pense, là, qui a l'air à être le joueur dominant de sa ligne à l'attaque. Ouais, ils ont quelques bons joueurs, mais c'est pas... avec Edwards qui n'est pas là, avec l'autre running back qui n'est pas là aussi, que je ne suis pas capable de prononcer son nom. Ils ont perdu un peu de plume en attaque. Et là, qui n'est pas à 100% non plus, même s'il joue, il joue à deux botteurs. Donc, tu en as un pour les placements puis un pour les botter. Ça va être à voir aussi qui vont emmener, parce que je sais que dans les demi-finales au Canada, le roster est plus petit qu'en saison régulière. D'après moi, ils vont descendre le roster à 45. C'est 45 le chiffre. Ouais. C'était ça dans les dernières années. Mais il va pas ramener les noms, ces uniformes. On va-tu avoir ça? D'après moi, oui. Ben, Western les avait déjà cette semaine dans leur dos. Oh, d'après moi, il va ramener. Moi, je pense personne n'en parle, mais oui, vous donnez Saint-FX contre UBC, vous ne voyez pas ça. Moi, je veux savoir si l'Auto-Québec donne de l'argent. Hey, Saint-FX, ils n'ont pas perdu de l'année, ils sont invaincus. Ouais. Ils ont une bonne défensive. Ils ont une bonne défensive. Oh, ouais, ils ont quelques joueurs étoiles. Ouais, ils pourraient causer une surprise. Oh non. Et où la game en passant? De Saint-FX. Saint-FX sont. À l'ouest. C'est la majorité, c'est des finissants. Hein, ça fait 2 ans en ligne qu'ils perdent. L'année passée, ils ont cru jusqu'au dernier moment. Le seul désavantage, c'est qu'ils jouent en Colombie-Britannique. Ça, c'est. La température comme ça, ils n'auront pas vécu ça de l'année. C'est loin de la maison. Ouais. Puis UBC a un corps arrière texan là, qui est en nomination pour le HEC. Là. Mais ça va, Charlie? On est occupé ici, là. Non, mais au dernier match, il a lancé quand même 2 interceptions. Fasse attention. De ne pas donner le ballon. Ce serait extrêmement surprenant de voir Saint-FX en Vanier. Là. Extrêmement surprenant. Je fais juste dire que... scénario, là. C'est pas arrivé depuis, je pense, 2000. Ben, je pense que c'est l'année passée. Saint Mary's, le dernier qui a passé. Il y a 15 ans. Participant à la Vanier.
2006 même, oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis l'année passée, le champion, depuis plusieurs années, mais notamment l'année passée, le champion de l'Atlantique se fait généralement piler sur le visage. Peu importe. Sauf l'année dernière. Mais les autres années avant, c'était par plus que 50 points. Ouais, il y a 2 ans, c'était 60 points d'écart contre Western. L'année où on est allé aussi. Nous autres, il y avait blessé de quoi, là? C'est ce qui nous a écouté avant. Il avait surtout blessé FPP. Oui, puis on s'était rendu en finale de la Coupe Vanier avec pas de carrière, ou presque pas. Ça avait été difficile. Avec Dimitri. Ouais, qui a fait son gros possible, mais c'était juste pas assez. Le match est à midi, donc tailgate à partir de 9h, pour ceux que ça intéresse. Oui, puis on va probablement essayer d'arriver même un petit peu plus tôt que ça pour installer notre lounge des montagnards, ce qu'on fait lorsqu'on sort du Québec. Quand on sort du Québec, on sort les gros projets. Ouais, puis, mais ce qui est bizarre, c'est que là, on s'attendait à ce qu'il fasse fret, mais il va faire chaud, quoi. Ouais, je suis tout fourré, moi. J'ai tout préparé mon affaire. Là. Amène les chaufferettes, amène les. Hey, Eric va faire 6. OK. Bon, ben, on va se faire de la bouffe. Ouais, mais non, mais n'oubliez pas, c'est bacon and eggs, là. Ah bacon oui. and eggs. Steak and eggs, c'est vrai? Ça peut être steak and eggs. Ouais, steak, c'est toujours bon, c'est des protéines. Moi, je pense. En tout cas, faire des œufs, ça pourrait être la fun avec du bacon. Oui, bacon, ça prend du bacon. Ah oui. C'est là. Il faut des légumes, fait qu'on prend du bacon. Oui. Des cochons, ça mange du foin. Exactement. Moi, je suis végétarien. Hein. Je protège les plantes et les légumes. Puis pour nos membres, là, c'est la dernière fois que vous pouvez récupérer votre cadeau annuel et votre carte de membre. Ça serait fun. Il faut le faire au tailgate. Là. On ne traîne pas les boîtes dans nos poches. Ouais. C'est pas toujours évident, ça. Non, puis, très facile à trouver au tailgate dans le fond à gauche. Ben oui, exactement. Il nous reste encore des casquettes montagnards, donc... Et on va avoir des nouveaux produits. Là, on a eu du Seltzer la semaine passée, puis là, on va avoir des spiritueux Iberville, Miel et Sour. Venez essayer ça, si ça vaut la peine. Oui, pour les membres, évidemment, si vous n'êtes pas encore membre. Qu'est-ce que vous faites? C'était l'écho des montagnards pour cette semaine. Merci tout le monde pour vous joindre à nous si ce n'est pas déjà fait, mon Dieu. Inscrivez-vous, 40$ pour la cause. Et pour nous suivre, les différents médias sociaux, @montagnardmtl, sinon YouTube, Les Montagnards Montréal. Encore une fois, merci à SPG, Coors Light et Spiritueux d'Iberville. Et on se voit au match samedi. Bonne semaine tout le monde.